Police emergency. Hello, caller. What's your location? What's happening? Hello, I've just seen a big silver car crash into the back of another car at some traffic lights, and there's fuel coming out, and I don't know what's happening with the driver. Going to get my colleague to call fire. If you can call fire for me, please. Does anybody appear to be injured? I'm just going up to the window now, just to see. Hello? Oh, look, he's looking at me. I think he's all right, but I don't know. Right, okay. Just to let you know, ambulance and fire are travelling, and we've got 2 units from police on their way, so please stay away. Yep, you can stay on scene, but please stay away from the vehicle that obviously is leaking, which could be petrol. All right, caller. Take care. Bye. Dans l'intelligence artificielle, après cette capacité à reconnaître des situations, à reconnaître des états et en tirer une certaine classification de l'information et une certaine compréhension de son environnement, vient le moment de la décision. Et en intelligence artificielle, en sciences cognitives, on a aussi formalisé cette prise de décision, formalisé cette capacité à modéliser une prise de décision pour pouvoir l'évaluer et comprendre ce qui se passe dans la décision afin d'améliorer les phénomènes d'apprentissage, d'expérience, de boucle de rétroaction qui permet à un agent, artificiel ou humain, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses expérimentations. Le processus de décision est formalisé en vue d'une compréhension des conséquences de ses actes et d'une amélioration progressive de ses actes. C'est là où on rentre véritablement dans l'intelligence. Donc, rappelez-vous, une des avancées majeures a été d'être capable de reconnaître des situations de plus en plus complexes. Une fois que ces situations sont reconnues, une fois qu'on a pu labelliser un objet ou une situation dans son environnement, eh bien ce label va déclencher des processus de décision, va déclencher un ensemble d'actes qui va permettre d'agir sur son environnement et de le transformer. Donc, à reconnaissance de l'état, se développent des possibles décisions, un ensemble possible de décisions. Cet élément se fait toujours à partir d'un certain seuil. Quand on reconnaît une situation, on la qualifie, on lui donne des variables qui permettent de la qualifier dans toute sa nuance, dans toute sa réflexion. Est-ce que l'action de la bourse est en train de monter? Est-ce qu'elle a atteint un seuil? Est-ce que sa croissance par rapport à sa valeur de la semaine dernière a atteint une certaine quantité? Est-ce que cette accélération est exceptionnelle ou est-ce que nous sommes dans une accélération plate? Toute une série de qualités à une situation sont données. Quand ces qualités atteignent certains seuils, c'est le dépassement de ces seuils qui déclenche une action. Donc on verra que toute situation qui est reconnue et qui est qualifiée selon certaines variables va déclencher une action si et seulement si un ensemble de seuils sont dépassés. Donc cette notion de seuil est essentielle parce que c'est ça qui fait passer de l'inaction à l'action. Une fois que l'on a vérifié que tel ou tel seuil a été dépassé, et cet ensemble de seuils peut vite devenir un ensemble extrêmement complexe, une fois qu'on a dépassé ce seuil, alors nous déclenchons tel processus. Et la décision va être la suite d'évaluation de seuils et de déclenchement de processus qui peuvent amener en chaîne à évaluer d'autres seuils, etc., etc. Donc reconnaissance d'une situation, règle autour des seuils pour savoir si cette situation va déclencher une action, prise de décision de l'action. La décision est alors envoyée comme instruction pour que l'on passe à l'action. Donc, décision et action sont les deux états du système qui vont succéder à la reconnaissance d'état. Et la décision en tant qu'ordre et l'action, eux-mêmes vont générer des rapports, vont générer des états pour qu'on puisse les analyser a posteriori, pour qu'on puisse évaluer leur nature et qu'on puisse comprendre quel lien il y a eu entre cette décision et les actions encourues et les résultats qui vont venir par la suite. Ces seuils sont soit des normes, des objectifs fixes que l'on va donner à la machine, que l'on va donner à l'agent, et on va lui dire, voilà, les attendus de l'organisation, les attendus de l'instructeur sont tels qu'à partir du moment où l'on reconnaît telle ou telle situation, nous voulons qu'un ensemble d'actions soit déclenché. Mais ils peuvent être aussi calculés dynamiquement. Je n'ai pas de seuil a priori,
mais j'ai des seuils relatifs. Je voudrais par exemple que si l'augmentation de mon action a dépassé la norme, c'est-à-dire que si elle est à 2 écarts types de la moyenne d'augmentation qu'il y a eu dans un temps donné, disons 3 mois, inventons une règle, si dans les 3 derniers mois, je vois que l'augmentation de mon action est à 2 écarts types de l'ensemble des augmentations quotidiennes depuis 3 mois, je peux déclencher une action d'achat ou une action de vente. Donc vous voyez, je peux ne pas avoir de seuil fixe parce que ce n'est pas la nature de mon analyse, mais je peux faire des algorithmes, je peux faire des calculs pour qu'on puisse fixer un certain phénomène mathématique, accélération très rapide, écart à la normale, qui va me permettre de dire à la machine que quand on se retrouve dans une situation relative à une norme qui elle-même est dynamique, eh ben on va pouvoir prendre des décisions. Enfin, je n'ai pas besoin que ces seuils se réalisent. Je peux, en analysant mes données et en regardant l'évolution de mes données, prédire que ce seuil va arriver. Et donc de vouloir anticiper la situation. C'est-à-dire que, au regard des données que j'ai actuellement, et en faisant des projections et des prédictions, je vais anticiper que le seuil, et je peux vouloir peut-être faire l'action d'une manière préventive, c'est-à-dire avant même que le seuil n'arrive. Et donc là, on est dans la prédiction, on a la dimension préventive d'une décision d'action. Donc on voit comment les états de nature sont des agents qui ont décidé et qui ont pesé sur ma décision. Ce sont des agents extérieurs, des environnements, des contextes qui vont peser sur ma décision. C'est ces états de nature qui vont déclencher ma décision. Et ce déclenchement de décision va déclencher une action. Mais ces états de nature aussi, non seulement vont peser sur ma décision, mais vont peser aussi sur la faisabilité de mon action. On voit que l'état de nature, le contexte, non seulement pèse sur la décision, mais il pèse sur la probabilité de réussir une action. Une action dans tel ou tel environnement n'a pas les mêmes chances de réussir que dans d'autres environnements. On voit même que l'état de nature, par conséquent, va peser sur les résultats, va peser sur les chances de succès par rapport à l'action. Non seulement il va peser sur le choix de l'action, certaines actions sont possibles dans certains environnements et pas possibles dans d'autres environnements, mais ils vont peser aussi sur la probabilité de réussir. Même si l'action est possible, il se peut qu'elle ne soit pas dans les meilleures conditions pour réussir. Donc on voit à quel point la reconnaissance de l'état de nature va déterminer la décision, va déterminer l'action, mais va déterminer aussi la probabilité d'avoir un résultat. Donc cet état de nature est un moment extrêmement important et demande à être évalué en permanence. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une photographie qui soit obsolète au moment de la décision, de l'action. L'information stratégique, c'est-à-dire la capacité à avoir en permanence un état de la nature, un état de son environnement qui soit essentiel dans ma décision stratégique, vous comprendrez que l'information stratégique, que la veille est évidemment le cœur de toute rationalisation d'artefacts, le cœur de l'intelligence artificielle. Deuxième élément important, c'est qu'entre décision et action, il y a un gap. Si il a été déjà complexe de trancher dans la décision, on voit bien qu'entre la décision et l'ordre d'exécuter l'action, il y a un gap. La décision ne passe pas systématiquement à l'action. L'action n'est pas automatiquement obéissante à la décision. Il y a une énorme complexité entre le milieu décisionnel et le milieu actif. Et cette complexité de relation, cette difficulté de relation rend la probabilité qu'une décision qui est une sorte d'action fictive, la décision c'est j'imagine que dans l'idéal il faudrait faire ça. Je dis qu'il faut faire ça. Donc je construis l'action idéale, l'action qui est le fruit de mon raisonnement, le fruit de ma décision. Cette action idéale est bien loin de l'action réelle. La question du management, la question de la transmission de l'information, la question de la loyauté, l'adhésion. Alors même avec une machine peut être déloyale. Une machine peut vous faire faux bond. Une machine peut bugger. Elle peut se planter. Donc vous voyez, la question de la transmission de la décision à l'action est une question essentielle sur l'adhésion, sur l'efficience, sur l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on sépare dans la décision, dans la théorie de la décision comme image formelle, utopique de l'action et sa réalisation effective. Et donc l'évaluation de cette réalisation effective. Il faut être capable,
à la fois de construire un modèle d'action, mais il faut être capable aussi d'évaluer l'efficience réelle de cette action, l'existence réelle de cette action, et de surtout mesurer les écarts, mesurer les caractéristiques qui sont propres à la décision, qui a pris la décision, quand, comment elle a transmis l'information, etc., à la réussite de l'action. Il y a peut-être une relation managériale entre la façon dont a été prise la décision et transmise la décision, et la façon dont l'action a été exécutée. Ensuite, il y a évidemment la réussite, la performance, l'efficience de cette action. Chaque action est unique, chaque action est plus ou moins une réussite. Donc il est important aussi de pouvoir mesurer à quel moment les états de nature et la décision, comme deux facteurs externes, ont pesé sur la réussite de l'action. Non pas juger si l'action était la bonne action à faire ou pas, parce que ça a été évalué dans la décision, mais à un moment donné, de regarder comment cette action effective a été possible, a été performante, a réussi. Donc, tous ces phénomènes font peser des probabilités de réussite et d'échec, font peser de l'incertitude. On n'est pas dans un monde théorique et idéal. Et donc c'est cette incertitude, c'est cette hésitation qu'il faut aussi pouvoir intégrer dans la prise de décision en amont. Enfin, le résultat. Quel résultat avons-nous obtenu? C'est pas facile d'avoir un état du résultat que l'on a obtenu. Avoir les informations qui nous permettent de savoir qu'on a réussi, on a atteint ses objectifs et on a bien transformé notre environnement, transformé la situation sur laquelle on voulait agir. Donc, ces résultats sont déterminés par nos actions, qui sont déterminés par nos décisions, mais sont aussi déterminés par l'environnement dans lequel nous étions, qui a rendu probable ou très difficile l'émergence de ces résultats. Donc vous voyez, l'état de nature, le tableau de bord sur les résultats, sont un des éléments essentiels dans la grande chaîne de décision. Il faut ajouter en plus qu'il y a des états latents, des états imprévus. Évidemment, si on n'est pas capable de les anticiper, nous ne les verrons pas. Comme nous sommes dans des constructions de la réalité, évidemment, nous avons la capacité à observer l'état attendu et pouvoir mesurer son existence, ce qui n'est pas facile déjà. Il y a beaucoup de situations où il est très difficile de pouvoir évaluer nos résultats, d'avoir des informations sur ce qui s'est passé dans notre environnement. Mais surtout, ce qui est encore plus difficile, c'est d'imaginer les états latents, ceux qui ne sont pas pensés par le système, ceux qui n'ont pas été prévus par le système, et qui peuvent avoir, par effet boomerang, des conséquences énormes sur l'organisation. L'apprentissage des états latents, l'apprentissage des conséquences qui ne sont pas voulues par la décision et l'action, mais qui peuvent, elles, peser très lourdement sur l'organisation, est un élément essentiel, c'est-à-dire avoir la capacité d'ouvrir son champ de vision à des dimensions qui nous échappent. Les états latents sont les états qui ne sont pas dans la rationalité d'une organisation et qui pourtant finiront par peser très lourdement sur cette rationalité. Donc ça, c'est un moment important. C'est des choses qui sont souvent mises à la trappe. Les conséquences de la pollution par un site de production, les conséquences sur l'état affectif et l'état moral de ces salariés par une action qui est de plus en plus efficiente et de plus en plus performante, tout ce qui paraît être sur les côtés, qui ne soit pas lié à la rationalité propre d'une organisation, et qui pourtant ont un effet très fort sur un des facteurs, que ce soit l'action, que ce soit la décision, que ce soit sur la réussite de son action. Les états latents sont des états aussi qui sont pensés aujourd'hui de mieux en mieux dans les processus de décision. Donc vous voyez, un arbre assez classique de décision, mais surtout, à ce niveau-là, la probabilité que l'on passe de l'un à l'autre, et au niveau de cette probabilité, des hésitations et la nécessité de faire des pondérations, de mettre en place des préférences, de choix, quand il y a des probabilités beaucoup trop incertaines ou plusieurs possibles. Et quand vous formalisez l'ensemble de ce dispositif, quand l'ensemble de ce dispositif est formalisé, alors on est en capacité de faire des simulations. Et ça, c'est l'étape finale de l'intelligence et l'étape finale de l'intelligence artificielle, la capacité à très rapidement imaginer la variation de tous les facteurs qui vont rentrer dans les états de nature, dans les décisions, dans les réussites d'action, dans
la probabilité de réussir et dans les conséquences et les possibles émergences d'états latents. On peut faire toute une série de scénarios, toute une série de simulations qui permet à un moment de véritablement mesurer le poids que peuvent avoir des conséquences imprévues et des scénarios de plus en plus complexes. Et là, on rentre véritablement dans une théorie complète de la décision. Merci de votre attention. Maintenant, on va voir comment, à un moment, ces processus formalisés et les différents agents vont pouvoir communiquer entre eux à travers une interface que l'on nomme communément un tableau de bord. Le dernier élément que je voudrais aborder, c'est la question de la cognition distribuée. En effet, il n'existe pas de monde dans lequel toute une organisation obéit à un seul agent, un seul processus cognitif, un seul processus intelligent. Que ce soit à l'intérieur d'une machine ou dans une entreprise ou dans un groupe, l'ensemble des décisions sont le fait d'agents qui communiquent entre eux. Des agents qui vont discuter, qui vont interagir, qui vont négocier ensemble pour pouvoir prendre une décision. Donc, l'une des questions essentielles dans les processus cognitifs, c'est la communication entre ces agents. C'est l'information entre ces agents. C'est comment un agent A et un agent B s'échangent les informations les plus essentielles dans un processus de distribution, dans un processus cognitif distribué. Et donc, nous allons aborder une question essentielle qui est la question des interfaces. Une interface, c'est la forme que prend une structure informationnelle quand elle passe d'un agent A à un agent B. Quelles sont les informations, sous quelle forme, sous quelle structure va passer d'un agent A à un agent B. Et si j'emploie le mot agent, c'est que dans un système de cognition distribuée, il peut avoir des agents artefactuels, comme il peut avoir des agents humains, comme il peut avoir des machines exécutant des fonctions. Ce système d'action distribuée et ce système de cognition distribuée est directement lié à la question de la qualité des interfaces entre les agents. Quand il s'agit d'un rapport entre une machine, entre un agent artificiel et un être humain, nous soulignerons la question du tableau de bord. Et aujourd'hui, nous parlerons de cette question du tableau de bord autour de la question de la prise de décision. Car aujourd'hui encore, trop peu de tableaux de bord sont optimisés et designés pour de très bonnes prises de décision. Bien sûr, on a tous vu ces images fantastiques de centres de contrôle avec des milliers d'écrans, et puis plein de courbes, plein de couleurs, plein de lumière, des salles consacrées dédiées à la surveillance du monde. Ça impressionne beaucoup le visiteur. Pour les relations publiques, c'est excellent, mais on est très très loin de l'efficience d'une interface. Le tableau de bord, c'est ce minimum informationnel, cette synthèse informationnelle qui est dédiée entièrement à un processus de décision et qui permet à un agent de déclencher son choix décisionnel d'une façon optimum et d'une façon ultra rapide. Donc bien loin de cette gabegie technologique, on est plutôt dans la parcimonie, on est dans un design effectif, on est dans un design très léger. Une des questions qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est celle des KPI, les indicateurs clés de performance. En réalité, un KPI, ce n'est pas un outil d'audit, ce n'est pas un outil de mesure, c'est un signal, c'est une information qui doit normalement déclencher une décision, normalement déclencher une action. Et ce KPI est en général la synthèse optimum, la synthèse finale d'une somme d'informations extrêmement complexes qui permet de nous donner un levier qui puisse nous alerter. Et ce KPI doit être suffisamment signifiant pour qu'on puisse exactement savoir ce qu'on a à faire quand il atteint tel ou tel niveau. Donc la première fonction d'un KPI est de simplifier notre environnement aux variables essentielles qui nous alertent qu'une situation est en train d'arriver. Donc le lien de son efficience, c'est le lien entre la qualité de ce KPI et les décisions, l'efficience de la prise de décision, la rapidité, le bon choix, la bonne compréhension de son environnement. Dans un tableau de bord, il ne faut pas énormément d'informations. Il faut des informations qui déclenchent les décisions pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà la notion d'abord de tableau de bord. Évidemment,
ces informations, elles doivent être non seulement claires, mais elles doivent être liées à nos actions. Ce sont des drivers dans le sens où ce sont bien des informations que l'on verra évoluer avec nos actions et avec nos prises de décision. Elles doivent nous donner à la fois l'état du monde avant ma décision, mais elles doivent aussi me donner l'état du monde après ma décision. Je dois pouvoir, par un feedback, évaluer très rapidement les différents états du monde, que ce soit le monde qui a déclenché ma décision, l'effectivité de ma décision par des actions. Mes drivers doivent me permettre de savoir que mon action est enclenchée et qu'elle a une certaine efficience, et surtout l'état du monde après mon action. Et si cet état du monde n'est pas le même que l'état de monde qui a déclenché, parce qu'il se peut qu'une situation déclenche dans un autre environnement une action, je peux agir dans une autre action, j'apprends des informations à la télévision, ça m'amène à vendre mes actions, et donc je veux savoir où en est mon portefeuille. Vous voyez, ces différents états du monde qu'il va falloir pouvoir mesurer en temps réel, et pouvoir suivre en temps réel. Donc la décision, c'est véritablement, et la qualité de décision, c'est véritablement l'indicateur de la qualité d'un tableau de bord. Pas son exhaustivité, bien sûr, pas son immensité, pas sa complexité, bien au contraire. Un tableau de bord, c'est celui qui déclenche extrêmement rapidement la très bonne décision, la mieux informée. Dans la question de la décision, on l'a vu précédemment, ce sont la question du seuil. Comment je dois comprendre que l'information que je reçois est un seuil qui doit déclencher une décision? Évidemment, le tableau de bord doit me signifier non seulement son information, mais surtout par rapport à son propre modèle de décision, en quoi cette information est pertinente, en quoi nous avons dépassé un seuil, et le dépassement de ce seuil nécessite un certain degré d'urgence, une certaine nécessité d'action sur une échelle. Ces seuils peuvent être fixes dans le modèle décisionnel, on l'a vu, ils peuvent être relatifs, ils peuvent être calculés, ils peuvent être synthétiques, ils peuvent être aussi comparés dans le temps, ils peuvent être comparés à d'autres groupes, comparés à d'autres situations, ils peuvent être aussi prédits. On peut faire une différence entre l'état actuel et l'état prédit dans un très court temps. On peut aussi avoir un historique. Donc vous voyez, la notion de comparaison, qu'elle soit longitudinale dans le temps, entre nous sommes là, mais faites attention, c'est une évolution par rapport au passé, faites attention, je pense qu'on peut prédire que si l'on continue, on va atteindre ce seuil-là, la prédiction, la comparaison. Nous sommes 3 fois plus que la normale, nous sommes à 4 écarts types de la normale. Là, il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, ce genre d'informations qualitatives qui vont permettre à un moment de signifier très clairement que nous avons passé des seuils et que ces seuils nécessitent à un moment une décision. Donc le tableau de bord doit tendre vers une compréhension très simple, par des jeux de couleurs, par des jeux de taille, par des indicateurs sonores, par des alertes même, s'il le faut, doit déclencher immédiatement de l'action. On a tous vu Papy Boyton quand nous étions jeunes, et évidemment cette alerte qui était indiscutable. Quand l'alerte était déclenchée, tout le monde sortait de son lit, tout le monde courait vers l'avion et tout le monde décollait. On cherchait même pas à comprendre ce qui se passait. Une alerte, nous étions attaqués, nous étions dans Pearl Harbor. C'est l'archétype même de ce que c'est qu'un KPI lié à une prise de décision. Donc vous voyez, avec cette finalisation, on a compris ce que c'est que modéliser une prise de décision. On a compris aussi la complexité et comment la formalisation d'une prise de décision doit tendre vers l'économie, doit tendre vers la parcimonie, essayer d'éliminer le bruit, essayer d'éliminer les informations qui ne servent à rien pour se concentrer véritablement sur les déclencheurs d'informations et sur l'évaluation des performances à travers quelques éléments, quelques indicateurs simples. Vous voyez, c'est une science, c'est extrêmement difficile. Cette science évolue, elle a certes des outils qui lui permettent d'être de plus en plus performante et de reconnaître des situations de plus en plus complexes, mais la prise de décision humaine est d'une telle complexité aujourd'hui que nous avons un champ qui va durer encore plusieurs décennies d'exploration, d'assistance de la décision humaine par des artefacts, que ce soit dans la reconnaissance, dans la prise de décision ou dans l'exécution de certaines actions, sur les tableaux de bord aussi, mais en même temps aussi du remplacement progressif de certaines décisions qui sont prises, qui étaient l'apanage de l'être humain et qui aujourd'hui deviennent de plus en plus l'apanage de l'intelligence artificielle.
L'exemple que l'on donne souvent, c'est évidemment la bourse. 80% aujourd'hui des agents, on tend vers 80% des agents qui sont totalement des agents artificiels, qui sont dans cet environnement extrêmement fermé, extrêmement simple. La bourse est un environnement extrêmement simple, chaotique, mais simple. Et qui, dans ces environnements très simples, ont formalisé complètement les prises de décision, les simulations, et qui aujourd'hui gèrent l'économie du monde, ou du moins sa dimension financière. Merci de cette attention. On en a fini pour la partie sur l'intelligence artificielle. Nous allons désormais nous ouvrir à d'autres horizons et prendre un peu d'oxygène avec les villes intelligentes. N'oubliez pas, cette partie, c'est la suite de ce cours. Merci.